Donc, l'invitation de Roland Vesca, c'est une invitation à parler de ce sujet corps et imaginaire à partir d'un objet qui est le mien et qui est les danses gravées. Alors, les danses gravées, c'est une des expressions qu'on a utilisées au début du XVIIIe siècle pour désigner un nouveau type d'objet imprimé, un nouveau type d'objet éditorial qui n'existait pas avant 1700, qui commence à apparaître en 1700 et dont la publication va se poursuivre pendant, disons, au moins 2/3 du XVIIIe siècle. Et ces objets, alors je vais vous inviter à les imaginer, parce qu'évidemment aujourd'hui ce sont des objets qui sont dans les bibliothèques et qu'on ne peut pas sortir comme ça, et dont je vous propose ici sur l'écran une reproduction numérique. Les reproductions numériques, c'est souvent la pire façon de se représenter ce que c'est qu'un livre en vrai. Donc je vous invite à imaginer que vous avez entre les mains une petite brochure, petite au sens de fine, mais en réalité pas toute petite en termes de format. En termes de format, c'est entre un papier A4 et un papier A5. C'est ce qu'on appelle en bibliographie, en bibliophilie, un in-quarto, un petit in-quarto ou un grand in-octavo. In-quarto, in-octavo, ça renvoie aux pages d'imprimerie que l'on plie 2 fois pour faire un in-quarto ou 3 fois pour faire un in-octavo. Donc ça désigne le format des ouvrages. Et donc sur la page de titre, vous avez ici vous avez ici la page de titre de cette danse gravée. Ensuite, ça se poursuit par une adresse au lecteur, une espèce de préface. Et puis ensuite, c'est la danse gravée elle-même. Donc c'est ce type de document qui se déploie sur 4, 5, 6 pages. Et puis à la fin, un extrait du privilège du roi. Donc c'est ce type de document qu'on appelle, parmi d'autres expressions au XVIIIe siècle, des danses gravées. Et ces danses gravées sont établies à partir d'un manuel. Un manuel qui est publié en 1700 et dont voici la page de titre. Chorégraphie ou l'art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs avec lesquels on apprend facilement de soi-même toutes sortes de danses. Alors pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu des pages de titres d'ouvrages un peu anciens, du XVIIIe siècle notamment, les pages de titres sont toujours très 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 fournies. Aujourd'hui, un titre c'est quelques mots. À l'époque, un titre c'est toute une page comme on peut le voir ici. Et donc c'est un ouvrage publié à Paris par, comme on peut le lire, Monsieur Feuillet, maître de danse. Donc chorégraphie, c'est initialement l'art de décrire la danse sur le papier. Aujourd'hui, par chorégraphie, on entend la composition des danses, et c'est un sens qui va commencer à apparaître dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et qui va progressivement s'imposer. Mais initialement, et moi je vais l'utiliser dans ce sens-là, chorégraphie, ça veut dire l'art de décrire la danse. Et c'est un mot qui n'existait pas auparavant et qui donc est un néologisme, donc un mot inventé pour cet ouvrage, semble-t-il, ou alors, surprise, il y a peut-être eu des utilisations auparavant, mais en tout cas, personne n'en a encore trouvé la trace, et qui est formé de 2 mots grecs qui renvoient d'une part à la danse, choré, et d'autre part à l'écriture, graphie. Donc, écriture de la danse ou écriture pour danser, on peut imaginer toutes sortes de façons de combiner l'articulation entre ces 2 éléments que sont l'écriture et la danse. Donc cette page de titre, comme je le disais, c'est la page de titre du manuel de ce qu'on appellerait nous aujourd'hui un système de notation de la danse. À l'époque, on ne dit pas système de notation, on dit l'art de décrire la danse, mais c'est véritablement le manuel qui expose les principes de cet outil scripturaire, de cette façon d'écrire le mouvement. Alors comment aborder la question de corps et imaginaire à partir de la chorégraphie, cet art de décrire la danse, ou à partir des danses gravées, ces objets qu'on pourrait rapprocher un peu des partitions musicales, mais qui sont des partitions de danse. Alors il y a évidemment une première façon, qui est de chercher quel imaginaire du corps dansant préside à cette écriture. Comment les principes de fonctionnement de cette écriture, c'est-à-dire les signes qui la composent,
et ce à quoi il renvoie, c'est-à-dire aussi la grammaire de cette écriture, comment tout cela révèle une conception du corps qui serait celle des inventeurs de cette écriture et qui est ensuite proposée aux utilisateurs de cette écriture. C'est ça que je vais vous proposer dans un premier temps, qui va être assez bref. L'objectif, c'est surtout pour moi de vous introduire à cette écriture, de vous présenter un peu comment cela fonctionne. Je trouve qu'il y a un vrai plaisir à découvrir comment un système d'écriture qu'on ne connaît pas s'organise et propose d'être déchiffré. Il y a un plaisir du déchiffrage. Et puis, ça va être ensuite une façon de pouvoir passer à une autre proposition d'analyse d'un certain imaginaire du corps qui se trouve dans les danses gravées et qui sera mon véritable objet pour aujourd'hui. Mais donc d'abord, que peut-on dire du corps quand on regarde une page d'une danse gravée? Donc là, on est sur la même danse gravée que celle que je vous exposais dans sa totalité tout à l'heure, donc la Pavane des saisons, qui est publiée en 1700 par le même maître de danse qui a publié la chorégraphie, qui s'appelle Raoul Auger-Feuillet. Et qu'est-ce qu'on peut dire du corps quand on regarde cet objet-là? Il me semble que c'est d'abord que le corps n'est pas présent, au sens où le corps n'est pas représenté de façon figurative. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dessin du corps, il n'y a pas de représentation iconique, pour utiliser un terme un petit peu plus spécialisé dans le langage sémiologique. Il n'y a pas de corps donné à voir immédiatement que l'on pourrait tous reconnaître. Et pourtant, tous les signes qui sont écrits sur cette page renvoient au corps et à ses actions. Et de fait, quand on ouvre le manuel de la chorégraphie, on nous dit que le premier signe qu'on doit chercher quand on est face à une danse gravée, c'est celui-ci, celui qui se trouve là, tout en bas de la page, et qui se trouve en fait à deux endroits, et c'est ce que Feuillet appelle la figure de la présence du corps. Cette figure de la présence du corps, elle est donc un petit signe composé d'un trait droit qui représente l'avant du corps et d'un demi-cercle qui représente l'arrière du corps. Et là, du côté droit, vous voyez qu'il y a même deux demi-cercles l'un dans l'autre, et ça veut dire que c'est une femme, alors que de l'autre côté, c'est un homme. Donc, on a cette figure de la présence du corps qui est en elle-même très révélatrice d'une première caractéristique de ce corps de la chorégraphie, c'est que c'est un corps qui est systématiquement situé dans l'espace. C'est-à-dire qu'on sait où est l'avant du corps, on sait où est l'arrière du corps, et ce signe est forcément placé quelque part sur la page, et cela renvoie donc à son emplacement dans la salle de danse, et immédiatement aussi à son orientation. Donc c'est vraiment une représentation du corps qui ne peut exister que si elle est localisée et orientée. Et c'est un premier point fondamental pour comprendre quelle conception du corps est proposée par cet outil. Et ça va immédiatement se doubler d'une autre dimension, elle aussi très importante, puisque une fois qu'on a trouvé, nous dit Feuillet, la figure de la présence du corps, on doit commencer à lire le chemin. Et le chemin, c'est cette ligne qui part du signe de la figure, de la présence du corps, et qui représente le chemin, le trajet que le danseur va effectuer tout au long de cette page, pendant le temps de la musique qui est écrite en haut. Donc, le chemin, deuxième élément fondamental, et tout au long du chemin, on va en fait pouvoir toujours localiser le corps du danseur et préciser son orientation grâce aux autres signes auxquels le manuel de la chorégraphie nous introduit, puisqu'ensuite, il faut regarder, alors là, vous voyez, sur le côté gauche, vous avez la page entière, et puis sur le côté droit, j'ai fait un zoom sur le début du chemin de la femme. Donc on voit d'abord tout en bas la figure de la présence du corps, avec l'avant du corps qui est vers l'avant de la salle, donc qui fait face au public, on pourrait dire. On voit le début du chemin, et ce qu'on voit ensuite, c'est une figure de position. Ça, c'est la figure de position
Donc vous voyez une tête blanche, dit Feuillet, qui représente le talon. De cette tête blanche part un trait qui représente la cheville et qui se termine par la pointe du pied. Donc la position, c'est une représentation schématique du pied. Donc la première figure qu'on voit sur le chemin de cette femme, c'est une position du pied droit qui est ouvert vers l'extérieur. Ensuite, on a une position du pied gauche qui est ouvert vers l'extérieur également. Et on a ainsi la position des pieds de la femme au tout début de la danse. Ensuite, si je continue de lire le chemin, je tombe sur un autre type de figure, parce qu'il y a en fait deux types de figures. Il y a d'une part les positions qui sont repérables à leur tête blanche, et puis l'autre type de figure, c'est les pas qui sont repérables à leur tête noire. Donc là, j'ai un pas. Donc un pas se lit en commençant de la tête noire, qui est plus proche du chemin. Et puis ensuite, il y a un trait qui représente la figure, la forme et la grandeur du pas. Et puis à la fin, il y a un petit renvers qui désigne la position du pied à la fin du pas. Sur cette figure de pas se greffent des signes. Et là, on a d'abord un petit trait penché qui veut dire plier. Et ensuite, un petit trait tout droit qui veut dire élevé. Donc la femme fait un pas du pied gauche vers le côté gauche, d'abord en pliant, puis en élevant. Et c'est le premier pas de cette danse. Donc les pas peuvent avoir, donc là c'est un extrait de la chorégraphie que je vous présente, un extrait qui présente donc comment les pas peuvent avoir plusieurs signes à la fois. Donc un pas peut avoir le petit signe penché qui veut dire plier, et puis le petit trait tout droit qui veut dire élevé, mais ça peut être aussi l'inverse, d'abord élevé puis plier, plier, sauter, sauter, retomber, plier, etc. Donc il y a différents signes comme ça qui sont possibles, qui sont tous en fait très simples, c'est-à-dire c'est plier, élever, sauter, le seul qui est un peu compliqué c'est cabrioler, ça c'est vraiment du vocabulaire spécialisé. Cabrioler, dit Feuillet, c'est l'action des jambes qui en sautant battent l'une contre l'autre. Donc, c'est le seul mot qui ne fasse pas appel à une expérience motrice courante. Et puis les autres c'est tomber, glisser, tourner, pointer le pied ou avoir le pied en l'air. Donc on pourrait dire que ces signes qui se greffent à des figures de pas ou de position, ils renvoient tous finalement à des actions. Et je dirais que dans la chorégraphie, le corps est avant tout un corps d'action. Quand on ouvre d'habitude un manuel de danse, on a plutôt des choses qui portent sur les parties du corps. On a plutôt une décomposition du corps en différents membres, différentes parties anatomiques. Dans la chorégraphie, pas du tout. Il n'y a pas du tout de signes pour la tête, pour les épaules, pour les bras, pour le torse, pour la taille, le bassin, les genoux, etc. C'est comme si l'exposé des actions remplaçait l'exposé des parties du corps. C'est vraiment un corps d'action qui est présenté. Ce qui veut dire, si on commence à se poser la question de quel est le corps sous-jacent à cette écriture, qu'il faut que ça soit un corps prêt à se lancer dans ses actions. Un corps qui est prêt à bouger, un corps qui est prêt à plier, à sauter, à élever, à tomber hors de son équilibre, à glisser, à tourner, à se reprendre, à cabrioler. Donc c'est forcément un corps extrêmement tonique, un corps tenu, un corps vertical également, puisque toutes ces actions se réfèrent à des choses que l'on peut faire en restant debout. C'est un corps extrêmement vertical. Donc, il n'y a aucun élément dans la chorégraphie et dans les danses gravées qui désigne un type de posture, qui vous disent comment vous devez vous tenir sur un pied, plutôt sur l'extérieur, comment doit être votre dos, etc. Mais en réalité, il y a une façon d'induire un corps extrêmement disponible et actif. C'est accentué par le fait que les pas tels qu'il est proposé de les faire dans cette méthode sont des petits pas qui doivent rester contenus dans
l'espace d'une position, nous dit Feuillet, c'est-à-dire dans la façon dont les pieds peuvent s'écarter l'un de l'autre tout en restant disponibles pour marcher et pour bouger. Donc, c'est une proposition de corps mobile qui va se déplacer dans l'espace énormément, mais à petits pas. Et par ailleurs, à l'époque, on marche en chaussures à talons, ce qui accentue cela. Et donc, on a cette idée de parcourir l'espace, mais à petits pas, et avec en plus la prégnance de ces premières actions que je vous ai présentées, qui sont le plier et l'élever. Donc, j'ai envie de dire que c'est un corps qui plie, qui relève. Il y a un peu cette idée du piston. Hein. C'est un corps qui est prêt à rebondir d'une certaine façon, qui est proposé, ou au moins qu'on peut subodorer dans ce type d'écriture. Ouais. L'autre chose que l'on peut souligner, c'est que donc, là je vous ai introduit à quasiment tout ce qui existe dans la chorégraphie. Hein. C'est une figure de la présence du corps, un chemin, des pas, des positions, et puis ces actions au nombre de 10, et à partir desquelles on écrit toutes les danses. Il n'y a rien d'autre. C'est tout. Ça peut paraître très peu, et ça peut aussi paraître beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas a priori d'éléments, par exemple, sur ce que font les bras. Hein. On pourrait dire plier, tomber, tout ça, c'est des actions qui concernent principalement le bas du corps. Moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt des actions qui concernent un corps global. Que fait le corps? Il plie. Et c'est tout le corps qui plie et qui s'organise pour plier. Que fait le corps? Il tourne. Que fait le corps? Il saute. C'est comme si à partir d'un principe moteur, très basique, mais très fort, tout le corps était censé s'organiser pour cette action. Ce n'est pas un corps morcelé, décomposé, du type les bras vont en avant en même temps que la tête tourne et puis le buste accompagne le mouvement du bras tandis que le bassin va en sens inverse et que mes genoux tendent. Non, c'est je plie, j'élève et je convoque toute mon intelligence motrice pour me lancer dans cette action. C'est vraiment de cette façon que cela fonctionne. Donc on pourrait dire aussi que ce corps est un corps global, un corps qui s'organise tout entier autour d'une même action. Et enfin, une dernière chose qui peut paraître évidente, c'est que c'est un corps qui est représenté avant tout dans sa dimension motrice. Alors qu'à l'époque, on a toutes sortes de discours sur la danse qui revendiquent la dimension expressive de la danse, qui revendiquent la grâce, qui revendiquent l'élégance, qui revendiquent la mesure des gestes, etc. Là, très clairement, il s'agit d'avancer, il s'agit de marcher, il s'agit de sauter, il s'agit de tomber. Il ne s'agit que d'actions uniquement motrices. Ce qui, là aussi, ne signifie pas que d'autres dimensions ne peuvent pas venir, mais l'idée, c'est qu'il y a un principe et qu'à partir de ce principe, on fait confiance au lecteur pour inventer tout le reste. J'insiste sur cette dimension-là parce qu'il me semble qu'il y a véritablement une très grande économie qui est à l'œuvre dans ce système d'écriture et qui est sans doute au fondement aussi de son efficacité. Et c'est ce qui me fait penser que dans un outil scripturaire comme la chorégraphie, la pensée du corps, la conceptualisation du corps en mouvement, qu'est-ce que c'est qu'un corps en mouvement, qu'est-ce qu'il faut écrire pour représenter un corps en mouvement, se trame avec une pensée de l'écriture, véritablement. Une pensée de l'écriture faite pour être lue le plus efficacement possible et qui me semble extrêmement active dans ces objets. Et c'est justement cette piste-là que je voudrais vous proposer de suivre aujourd'hui, c'est-à-dire de m'intéresser à l'imaginaire de l'écriture qui est présent dans ces objets et qui me semble très fécond pour aborder moins le corps tel qu'il est codifié sur le papier, mais tel qu'il va être mobilisé par les danses gravées, mobilisé au sens de convoquer, appeler, et aussi au sens de rendu mobile. Donc je voudrais montrer le très intense travail de ces maîtres de danse du XVIIIe siècle sur l'écriture. Montrer qu'ils ont inventé des voies
voies pour l'écriture, des voies très novatrices. Et vous montrez cela à partir de documents qu'ils ont produits à cette époque-là, et je vais m'intéresser principalement à des documents publiés entre 1700 et 1735 aujourd'hui. Et à partir de là, j'aimerais aller vers la formulation d'hypothèses quant à ce que produit cette écriture sur le corps de l'utilisateur de ces danses gravées, sur le corps du lecteur. Donc m'intéresser peut-être moins au processus de transcription du mouvement du corps, moins au trajet qui va du corps dansant qu'on essaye de transcrire sur le papier, qu'au processus inverse, c'est-à-dire le trajet qui va du papier vers le corps. Comment un lecteur, à partir d'une danse gravée, peut, lui, se mettre en mouvement et convoquer son propre corps. Donc il va s'agir aujourd'hui d'essayer de penser à la fois le corps et l'écriture, se demander ce que c'est qu'une écriture. Et de fait, c'est une façon de réactiver, à mon avis, ce qu'ont fait ces maîtres de danse au XVIIIe siècle, qui clairement se sont demandé ce que c'était que l'écriture, quel était son pouvoir, comment on pouvait la penser, la rendre plus efficace, la travailler. Et cette espèce de passion pour l'écriture que je décèle dans les objets produits par ces maîtres de danse au XVIIIe siècle, elle s'inscrit dans une tradition occidentale bien ancrée, qu'a notamment mise en évidence un historien de la danse américain qui s'appelle Mark Franco, et qui a montré que dès les premiers ballets au XVIe siècle en France, le projet, c'était par la danse, de donner à lire des signes. Que les premiers ballets, qui étaient faits pour être vus d'en haut, reposaient sur le fait d'agencer des corps des danseurs, qui étaient à l'époque des nobles de la cour, de les agencer de telle façon qu'à certains moments, quand ils s'arrêtaient de bouger, leurs emplacements formaient une lettre ou le nom du roi ou des signes comme ça à la gloire du roi en général, à la gloire du monarque, et que donc la danse était déjà faite pour être lue, pour être décodée. Et on pourrait se dire que les danses gravées réactivent un peu cet imaginaire du corps transformé en texte, mais elles le réactivent d'une façon extrêmement originale, comme je vais essayer de vous le montrer. Alors la première partie de cet exposé sur les images et les imaginaires de l'écriture tels qu'ils se trament pour composer un corps dansant dans les danses gravées, la première partie, ça va porter sur le jeu ou le trouble qu'instaurent les danses gravées entre, d'une part, l'espace de la page du livre et, d'autre part, l'espace de la salle de danse. Et de fait, la création d'une analogie entre ces deux espaces, la page du livre, la salle de danse, est un élément structurant de la chorégraphie. C'est même le premier élément qu'il faut comprendre pour réussir à déchiffrer une danse gravée. C'est comprendre comment cette danse gravée, avant tout, elle représente le lieu où l'on danse. Comme on peut le voir sur cette page de la chorégraphie, où l'on peut voir donc en haut une sorte de chapitre qui s'intitule « De la salle ou théâtre », et où l'on peut lire « La salle ou théâtre est le lieu où l'on danse, que je représente par un espèce de carré plus long que large, comme marque la figure A, B, C, D, dont le haut sera AB, le bas sera CD, le côté droit sera BD et le côté gauche sera AC. » Or, ce rectangle qui représente sur le livre la salle de danse, dans le rectangle qu'est la page du livre, en réalité, ces deux rectangles se superposent. C'est-à-dire, comme on peut le voir dans cet autre manuel de chorégraphie, là, on voit que c'est carrément dans les marges de la page qu'est écrit « haut de la salle », « bas de la salle ». Alors, malheureusement, mon image est un peu coupée. Côté droit, alors de la table, là, je pense qu'il y a une petite erreur sur le côté droit de la table, côté droit de la salle, et puis à gauche, côté gauche de la salle. Et c'est ce qui se passe dans les danses gravées, c'est-à-dire que les bords du livre représentent les murs de la salle de danse, qui est présentée comme un rectangle.
Et ce jeu de brouillage des frontières entre les contours de la page et ceux de la salle de danse s'approfondit encore quand Feuillet souligne qu'on doit tenir toujours le haut du livre justement droit vis-à-vis le haut de la salle. Donc quand je suis en train de lire une danse, je dois avoir le haut de mon livre face au haut de la salle et prendre soigneusement garde à mesure que l'on danse, soit en tournant ou sans tourner, qu'il ne remue point de sa situation, tel qu'il est démontré par la figure que voici, et qui donc représente une espèce de mise en abîme, puisqu'on voit la page du livre qui contient un premier rectangle ABCD qui représente la salle de danse, dans laquelle on trouve un autre rectangle qui représente la page du livre et qui est le rectangle EFGH qui lui-même représente la salle de danse, etc., etc. Donc on a cette espèce de vertige qui commence à pointer dans cet enchâssement d'espace, qui est vraiment au fondement de ce système d'écriture. De fait, si la page devient la salle de danse, alors le chemin inverse devient pensable lui aussi. Et c'est ce que va proposer le maître de danse londonien Callum Tomlinson dans un texte publié en 1735, où il dit « Supposant qu'une page ou une feuille du livre que vous lisez en ce moment, ou n'importe quelle autre, soit la pièce ou le sol où sont censées se dérouler les danses, ou la pratique des pas contenue dans l'ouvrage qui suit, posez-le à plat et ouvert sur une fenêtre ou une table en haut de la salle. Ou, supposant que le sol tout entier soit le livre en question et contienne ce qui est écrit dans la page ou la demi-page, l'extrémité basse de la page ou de la feuille est le fond de la salle et le titre au-dessus est la présence ou le haut. Le début des lignes, comme vous les lisez en dansant, est le côté gauche et la fin des lignes, le droit. Donc dans ces quelques lignes, Tomlinson commence par décrire la représentation de l'espace en chorégraphie comme le ferait le manuel de chorégraphie initial. Donc simplement en disant que la page représente imaginairement la salle de danse. Mais subitement, il retourne cette image et il propose de voir non plus la page comme une représentation de la salle de danse, mais la salle de danse elle-même comme un très grand livre. Un très grand livre sur lequel on pourrait danser, parce que sur ce grand livre serait écrite la danse en chorégraphie. Donc on pourrait suivre le chemin, placer ses pieds sur les positions, tracer les pas en les suivant du pied au sol papier. Et donc les danseurs évolueraient sur les caractères de la chorégraphie et les différents repères du lecteur sur une page, notamment le titre en haut, etc., se confondent avec les références spatiales du danseur qui voit la face devant lui, le côté gauche, le côté droit, etc. Dans un magnifique jeu de renvoi qui, en fait, résume bien tout l'imaginaire qui est à l'œuvre dans la chorégraphie, puisque la chorégraphie repose en fait avant tout sur cette proposition extrêmement forte qui est de lire en dansant, comme le résume un intertitre de Feuillet dans la chorégraphie, qui est de la manière qu'on doit se prendre pour marcher par l'écriture. Marcher par l'écriture, évidemment, c'est une expression que j'aime beaucoup et qui me semble très révélatrice de ce jeu et de ce plaisir qu'ont eu les maîtres de danse de cette époque-là à penser le corps dans son activité motrice en même temps que dans son activité lectrice. Premièrement, donc dit Feuillet, il faut chercher le commencement du chemin afin de connaître devant quelle partie de la salle le corps doit être avant de danser, comme il a été enseigné à la page 3, en partant de la présence du corps. Ensuite, voir s'il y a une position, comme il se trouve dans les exemples suivants, et s'y placer, puis voir quel pas se trouve le plus proche de la dite position, et l'ayant marché, voir encore lequel est le plus proche de celui que l'on a marché, etc., etc. Donc là, on voit très bien combien lire, c'est déjà danser. Trouver
la figure de la présence du corps, c'est pas juste la trouver sur la page du livre, c'est aller se placer dans la salle de danse au bon endroit. Réussir à lire la figure de position, c'est pas juste réussir à la lire, c'est prendre cette position et mettre les pieds comme c'est indiqué. Déchiffrer un pas et les figures qui se greffent, les signes qui se greffent à ce pas, comme plié élevé, c'est faire ce pas. Donc lire, c'est déchiffrer en même temps et c'est en même temps danser. Et il n'est jamais question dans les manuels de chorégraphie d'un moment où l'on lâche le livre. Il n'est jamais question de déchiffrer puis ensuite aller pratiquer. C'est comme si lire et danser étaient un même mouvement. Et c'est aussi pour ça que j'insistais en vous présentant ma première danse gravée sur le fait qu'il fallait que vous vous imaginiez un ouvrage assez fin, assez grand pour être lisible, mais pas non plus trop grand. C'est parce que ce sont des objets qui sont faits pour être lus debout, en dansant, en bougeant, en cheminant dans la salle de danse. Donc même dans le cas de recueil de danse avec plusieurs danses à l'intérieur, ce ne sont jamais des ouvrages lourds, ce ne sont jamais des ouvrages trop grands pour pouvoir être lus en les portant. C'est vraiment des objets qui sont pensés pour qu'on puisse danser par la même occasion. Donc Tomlinson, comme je vous le disais, ce maître de danse londonien, propose de faire fructifier cette idée de lire en dansant et cette analogie entre la page du livre et la salle de danse, en disant tout à coup, mais on pourrait aussi s'imaginer que quand on danse sur un livre. Et il va faire fructifier cette analogie avec un ensemble de magnifiques gravures qui sont à la fin de son ouvrage publié en 1735 et où l'on voit donc, comme vous pouvez le voir ici, un ensemble de... Enfin, on voit la salle de danse et on voit le trajet des danseurs qui ne sont plus vus d'en haut comme dans la proposition initiale de feuillet dans la chorégraphie, mais là on voit que la page accueille une troisième dimension avec une ligne d'horizon et que le chemin et les figures sont représentés en raccourci pour donner l'illusion de la profondeur d'une salle de danse et qui semble donc inscrit au sol. Et Tomlinson présente ces planches d'un genre nouveau comme une proposition pédagogique, comme on peut le lire ici, puisqu'il dit « Comme les notes de la musique sont placées en haut de chaque planche, les caractères des pas inscrits au-dessous, et que les figures représentent deux personnes dans l'action même de danser, toute personne ayant acquis quelque connaissance des notes de musique et des caractères de la danse sera capable, à la vue d'une de ces planches, tout à la fois de se rappeler la musique, de connaître l'ordre des pas, et de placer le corps dans l'attitude adéquate pour prendre ses pas. » Et de fait, face à ces planches, on peut admirer les subtils déséquilibres qui précèdent un pas, le buste incliné quand la jambe se dégage sur le côté, etc. En même temps, on peut souligner aussi que le recours à la représentation iconique en ce sens qu'elle renvoie vraiment à une ressemblance avec ce qu'elle représente, cette représentation iconique vient reconfigurer le mode de lecture de la danse gravée, puisqu'elle invite le lecteur à des cheminements dans la page qui sont extrêmement différents. Il y a d'une part la lecture de la musique, il y a d'autre part la lecture de la chorégraphie, il y a d'autre part, et c'est très différent, l'étude de ces corps figurés. Et on peut même considérer que ces différents types de lecture sont contradictoires, puisque les corps figurés, ils sont efficaces si le lecteur s'identifie à eux, si le lecteur cherche à les reproduire de façon mimétique. Alors que la reproduction mimétique, c'est justement ce que la chorégraphie initialement permet d'éviter, puisqu'elle est désincarnée, détachée de tout corps et de toute interprétation particulière, et qu'elle permet normalement de se mettre en danse sur un mode qui n'est pas celui de l'imitation d'une autre personne qui danse. Or, les gravures de Tomlinson, précisément, sont efficaces en tant que modèle, pour si le lecteur s'identifie à elles et cherche à les reproduire. Je dis lecteur,
Mais là, il faudrait vraiment se poser la question, face à ce type de document, est-ce que c'est à une lecture que je suis invitée ? Rien n'est moins sûr, d'autant plus que, comme vous pouvez le voir, notamment, d'une part très bien sur cette planche ou encore sur une planche comme celle-ci, on voit que les habits des danseurs, et notamment des danseuses, recouvrent le sol au point qu'ils empêchent de lire les caractères, dont le déchiffrage était déjà rendu plus difficile par la représentation en raccourci. Par ailleurs, sur une représentation comme celle-ci, où l'on voit la danseuse de dos, on peut encore à peu près se fondre dans les signes et se mettre à danser en déchiffrant les signes et en faisant comme si on rentrait dans le dos de la danseuse. Mais dès lors que les danseurs nous font face, ça ne marche plus. Donc il faut envisager qu'avec une telle proposition, en réalité, ces danses gravées n'étaient plus lisibles et qu'elles devaient donner lieu à un tout autre usage, plus conforme à leur dimension iconographique, puisqu'il ne s'agirait donc plus dans ce cas-là d'ouvrages à lire, mais plutôt à contempler. Et leur action sur la danse, s'il y en a une, reposerait moins sur le déchiffrage des signes permettant de danser que sur quelque chose comme une imprégnation de ces images qui proposent une posture à incorporer, à reproduire. Et de fait, Tomlinson explique dans cette citation que les planches sont aussi conçues pour être suspendues dans une maison comme des tableaux, puisqu'il dit les gravures ont été initialement, donc là pardon, c'est ma traduction évidemment, les gravures ont été initialement conçues non seulement pour une meilleure explication et compréhension de mon livre imprimé intitulé The Art of Dancing Explained by Reading and Figures, mais aussi pour devenir une décoration appropriée à une pièce ou un cabinet, étant en elle-même une œuvre entière et indépendante, puisqu'encadrées et mises sous verre, elles ne se contenteront pas de montrer les diverses positions ou postures d'un seul coup d'œil, mais seront une décoration très agréable et instructive. Donc ici, ce qui est remis en cause, c'est en quelque sorte la dimension temporelle de la lecture, puisque la chorégraphie initialement proposait une lecture pas à pas, il fallait lire chaque figure successivement. Et ce que propose Tomlinson ici, c'est, comme il le dit lui-même, et comme ses références à la peinture l'induisent, une représentation de toute la danse d'un seul coup d'œil, puisque la danse, donc, à lire, devient ici une seule image qui permet d'admirer les différents moments d'une danse. Lire, normalement, et là je reprends une définition de Michael Dufresne, qui dit que lire, c'est aller droit au discours, à travers les signes écrits, affaire d'entendement plutôt que de vision. Tomlinson, il enraye cette conception de la lecture qui permettrait d'aller droit au discours et il fait pencher ses gravures plutôt du côté du visible que du lisible. Mais ce faisant, il me semble qu'il révèle d'autres potentiels de l'imprimé vis-à-vis de la danse, puisqu'il crée une image de la danse particulièrement séduisante, qui peut devenir, comme il le propose, un procédé pédagogique qui invite le lecteur à devenir danseur, non pas seulement par le déchiffrage de la chorégraphie, mais par l'imprégnation et l'imitation d'un modèle. Alors, si la salle de danse peut devenir ainsi un livre sur lequel on danse, alors il ne faut pas s'étonner que le danseur qui en parcourt les pages, comme cette danseuse qu'on voit ici danser sur un grand livre, en quelque sorte, que ce danseur soit bientôt conçu comme une plume qui court sur le papier. Et c'est une telle idée qui me semble sous-jacente à un autre document que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Et ce document, là, pour le coup, ce n'est pas une danse gravée, dans la mesure où la gravure, c'est une technique d'impression, mais c'est une danse manuscrite. C'est un document manuscrit qui se trouve conservé à la bibliothèque d'Édimbourg, dont je n'ai pu consulter moi-même qu'une reproduction.
et qui est signé par un maître de danse qui était actif à Londres et qui s'appelait Le Rousseau. Et ce document se présente de la façon suivante. Je ne sais pas si vous repérez sur certaines de ces pages, notamment celle-ci, la ressemblance du chemin avec des lettres. En fait, si on regarde attentivement, chacune de ces pages reproduit une des lettres du titre de cette danse qui est The Montaigu. Montaigu, c'est peut-être un nom de famille. On ne sait pas à quoi ça se rapporte précisément. Mais vous voyez ici un double M qui est représenté par le trajet des deux danseurs. Ici un double O. Ici un double N avec un jeu de symétrie axiale. Ici un double T incliné avec également une symétrie axiale. Ici deux A assez repérables. Ici deux I. Ici de G, et j'apprécie notamment le fait que la figure de la présence de part et d'autre représente la petite barre horizontale du G. Et ici de U renversé, transformé un peu en V, c'est sûrement la page la moins éloquente. Mais donc on a véritablement ce chemin qui sur chaque page trace une lettre et qui donc en 8 pages permet d'écrire ou de danser ou de lire ou d'écrire sur le sol papier qu'on rêve en tant que danseur plume les 8 lettres de ce qui est donc peut-être un nom de famille mais qui en tout cas donne son titre à la danse. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'évidemment, si ce genre de danse en chorégraphie, là je n'utilise pas le terme de danse gravée puisque c'est manuscrit, mais donc de danse en chorégraphie propose d'écrire sur le plancher de danse, c'est quand même bien le livre qui, lui seul, permettra d'accéder au texte, puisque face à la danse, aucun spectateur ne verra ces lettres apparaître. Il n'y aura aucun moment où on n'est pas justement dans ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire ces premiers ballets de cour au XVIe siècle, qui voyaient un grand nombre de danseurs se positionner dans l'espace et y rester immobiles un instant pour former des lettres que les spectateurs, placés en hauteur, voyaient effectivement se dessiner dans l'espace. Les figures de la Montaigu, elles doivent se dérouler dans le temps, pas à pas, et donc devant la danse incarnée, pourrait-on dire, jamais le spectateur ne verra la totalité du chemin parcouru par le danseur se transformer en une image saisissable en un coup d'œil. Seule la danse sur papier recèle le secret de ces lettres sur un mode qui d'ailleurs, comme on a pu voir, n'est pas complètement évident puisque les jeux de symétrie et de décalage et de rotation nous invitent à jouer, à repérer des lettres qui par moments se dérobent un peu à la saisie. Alors là aussi, on peut se poser une question par rapport à l'écriture, c'est-à-dire est-ce que la Montaigu a été écrite pour être contemplée dans un livre plus que pour être dansée ? Est-ce que son véritable lieu d'existence, c'est le livre plus que le corps dansant ? C'est possible, mais ça n'est pas pour autant certain. Et il me semble intéressant de remarquer que chaque page de la danse, c'est-à-dire chaque lettre, correspond à un passage très cohérent de la musique. Donc il y a véritablement une pensée du découpage, il n'y a pas juste un jeu intellectuel. L'auteur a fait en sorte que ce soit une vraie danse, qui puisse vraiment être dansée, comprise physiquement. Les mouvements des danseurs et la structure musicale sont en adéquation. Et on parvient aussi à respecter la règle de l'époque qui veut qu'une danse commence au fond de la salle face aux danseurs et se termine au fond de la salle face aux danseurs, face aux spectateurs. Donc il y a vraiment cette ambiguïté entre les deux espaces de la salle de danse et de la page du livre qui révèle à la fois leur distance, puisque en réalité ils ne parviendront jamais, ces deux espaces, à se confondre complètement, et notamment ce que l'on voit sur une page de livre ne sera jamais le type d'image que l'on verra
dans la salle de danse, mais qui révèlent aussi la façon dont ils peuvent se féconder l'un l'autre et dont cet imaginaire de la lecture et de l'écriture peut susciter de nouvelles danses et nous inviter à rêver quelque chose comme une danse de papier, en quelque sorte. Alors, ce que ces utilisations très spécifiques de la chorégraphie que je vous ai montrées là, celle de Tomlinson d'une part avec ses figures iconiques qui sont mises sur les signes de la chorégraphie, et puis celle de Le Rousseau avec cette danse qui est une écriture en elle-même, avec des lettres, il me semble que ça révèle aussi que la chorégraphie, cet outil d'écriture qui revendique le fait que c'est un outil de description et d'écriture, porte en fait aussi un appel au dessin. Et ça va être la seconde partie de mon exposé, c'est-à-dire qu'après m'être penchée sur les potentiels du jeu entre l'espace de la page, l'espace de la salle de danse, oui, mais est-ce que l'espace de la salle de danse ne pourrait pas être vu comme un grand livre, etc. Je voudrais m'intéresser à la façon dont les danses gravées sont aussi un lieu d'activation du potentiel visuel de l'écriture. Un lieu où les maîtres de danse ont activé le fait qu'une écriture, c'était pas seulement, comme disait Michael Dufresne dans cette citation, dans cette définition que je citais tout à l'heure, accéder au discours tout droit, sans faire appel à la vision, mais en faisant seulement appel à l'entendement, mais comment en réalité, dans l'écriture, il y a quelque chose du dessin. Et de fait, il me semble assez intéressant de remarquer que l'un des premiers textes qui a évoqué la chorégraphie, qui est un texte publié par le périodique Le Mercure Galant en 1700, la présente de cette façon-là, dans ces vers qui désignent Raoul Auger-Feuillet, donc le maître de danse qui a publié la chorégraphie. Et donc ce texte qui est publié dans le Mercure Galant dit « C'est de lui que nous vient cet art ingénieux de nous peindre la danse et de parler aux yeux, d'apprendre le bon air par des lignes tracées qui montrent qu'elles ont du corps et des pensées. » Alors donc au troisième vers, vous voyez cette expression de ligne tracée, ce qui renvoie, me semble-t-il, plutôt au dessin, plutôt qu'à l'écriture ou au texte. Et le fait que ce texte ne présente pas la chorégraphie comme une écriture, mais comme des lignes tracées, me semble assez révélateur du fait que l'écriture, et ça c'est vrai aujourd'hui comme c'était vrai au XVIIIe siècle, l'écriture, on la pense à partir d'un paradigme qui est celui de l'écriture alphabétique. L'écriture, pour nous aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les lettres de l'alphabet qu'on agence ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'imagine une écriture. Or, la chorégraphie, précisément, ne repose pas sur un alphabet. On est donc face à un art scripturaire, on pourrait dire aussi une graphie, qui échappe à ce qu'on entend habituellement par écriture. D'une part, parce qu'elle ne correspond pas à des sons vocaux, comme l'écriture alphabétique, mais aussi parce qu'elle unit de façon très originale des signes iconiques. Donc des signes iconiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ceux qui renvoient à la ressemblance, qui renvoient à ce qu'ils représentent par une logique de ressemblance. Donc dans la chorégraphie, il y a des signes iconiques et il y a aussi des signes symboliques. Les signes symboliques, c'est ceux qui renvoient à ce qu'ils représentent par une logique de code, par des signes arbitraires. Et les signes de la chorégraphie, en fait, ils se construisent selon une certaine logique de ressemblance entre le signifiant et ce qu'il désigne. On pourrait dire que ces signes, même ceux qui sont plutôt symboliques, donc là pour information je me réfère à une classification des signes qui est celle de Peirce, qui est celle des symboles. Tous ces signes, ils sont figuratifs en ce sens qu'ils visent à faire voir, qu'ils visent à montrer, qu'ils n'oublient jamais qu'ils sont là pour faire voir quelque chose au lecteur. Ils ont aussi, et là je prends une expression d'une autre
personne qui s'est penchée sur les systèmes de signes et notamment sur l'écriture, qui est Anne-Marie Christin, et qui parle de motivation visuelle. Et je dirais que la motivation visuelle des signes de la chorégraphie, elle est très manifeste. Je vous ai présenté tout à l'heure déjà la façon dont la page rectangulaire d'une danse renvoie à la salle de danse. Déjà, il y a une logique de ressemblance. De même, je vous ai présenté comment la figure de la position était construite. On a vu que la figure de la position, avec cette tête blanche qui renvoie au talon, et puis ce trait qui se termine par la pointe du pied, certes, il faut savoir ce que ça représente, c'est pas complètement iconique. Si on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas que ça représente un pied, mais une fois qu'on le sait, on se rend compte qu'il y a quand même une logique de ressemblance. De même pour la figure du pas, qui, d'une certaine façon, est une figure qui renvoie au tracé que fait le pied quand il se déplace sur le sol. Donc il y a vraiment cette logique de ressemblance. De même, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que l'action de plier était représentée par un petit trait penché, alors que l'action d'élever était représentée par un petit trait tout droit. Donc on voit là aussi penché pour plier, tout droit pour élever. Il y a cette même logique de ressemblance ou au moins d'analogie qui gouverne ces différents signes. Donc la chorégraphie, si elle se rattache très clairement à l'écriture et si elle nécessite la connaissance d'un code pour être comprise, elle porte aussi une dimension figurative. Je dirais donc que c'est une écriture ou une graphie qui est de nature hybride, on pourrait dire, entre texte et image, entre symbole et icône. Donc symbole, c'est-à-dire signe qui fonctionne sur la logique du code arbitraire dont il faut connaître la signification, et icône qui au contraire renvoie plutôt à une ressemblance avec la chose que l'on va représenter. Et cette nature hybride va d'ailleurs susciter des usages pour cette graphie qui ne correspondent pas aux mêmes divisions, à la même distribution des compétences que ceux qui gouvernent l'usage de la lecture et de l'écriture alphabétique. Et c'est quelque chose que j'ai notamment réalisé en lisant ce contrat d'apprentissage qui date de 1741, qui est un document qu'on trouve aux Archives nationales, par lequel un jeune homme qui s'appelle Étienne Domard s'engage comme apprenti auprès d'un maître de danse qui s'appelle Martin et qui va lui enseigner, nous dit ce contrat, qui va lui enseigner le violoncelle et puis la chorégraphie ou danse par écrit. Donc on a là une trace du fait qu'en 1741 encore, cet outil scripturaire était utilisé et pouvait même donner lieu à une formation dans le cadre de la formation d'un nouveau maître de danse. Donc le maître de danse qui s'appelle Martin s'engage à enseigner à son apprenti la chorégraphie ou danse par écrit. Or, ce Martin en question ne signe pas le contrat. À la fin, on a la signature du notaire et puis la signature de l'apprenti, Domard, et on n'a pas la signature de Martin, et il est même dit à la fin, et là je vous ai transcrit ce document manuscrit, le dit sieur Martin a déclaré ne savoir écrire ni signer. Donc il s'engage à enseigner à son apprenti la chorégraphie ou danse par écrit, mais lui-même ne sait pas écrire. Et il ne sait même pas signer, ce qui est rare à l'époque, puisqu'on peut ne pas savoir écrire, mais savoir quand même au moins signer. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être qu'il a menti, c'est quand même un peu bizarre. Peut-être que, ce qui est assez fréquent à l'époque, il avait été à l'école suffisamment pour apprendre à lire, mais pas pour apprendre à écrire. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, nous, on apprend à l'école à lire et à écrire en même temps. Et en réalité, c'est assez récent, ce type d'apprentissage. Au XVIIIe siècle encore, les premières années à l'école, on vous apprenait à lire et ensuite on vous apprenait à écrire. Ce qui veut dire qu'un enfant qui n'allait à l'école que quelque temps, il pouvait apprendre à lire sans avoir appris à écrire et sans jamais s'apprendre à écrire. Bon,
Quoi qu'il en soit, il me semble qu'un tel exemple souligne combien la chorégraphie, notamment parce qu'elle a cette nature très hybride entre le dessin et l'écriture, et ce qui fait qu'on peut la comprendre même si on ne sait pas très bien lire, en fait, montre qu'elle pouvait du coup déborder les frontières du monde des savants, du monde de ceux qui maîtrisaient l'écrit, qui évidemment étaient moins nombreux au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui, et combien des maîtres modestes, n'ayant pas été à l'école, pouvaient s'en saisir et en faire un outil. Et donc je dirais que la chorégraphie nous guide de cette façon vers un pan méconnu des cultures graphiques à l'époque moderne. Cet aspect visuel de l'écriture, de cette écriture qui par bien des aspects est un dessin, me semble également prise en charge par les maîtres de danse qui vont utiliser la chorégraphie de façon plus traditionnelle que Le Rousseau ou Tomlinson, dont je vous ai présenté les productions tout à l'heure. Et ça me semble particulièrement manifeste chez des maîtres de danse anglais. Comme je vous l'ai dit, la chorégraphie, c'est un système d'écriture qui initialement est publié en France en 1700. Et les premières publications en France sont toutes signées de Feuillet, le même maître de danse qui a publié le manuel de la chorégraphie. Et Feuillet, il semblait relativement peu attentif à la valeur esthétique des objets qu'il produisait. En tout cas, il n'en fait jamais mention. Et on ne repère pas dans ses publications de tentatives pour accroître la beauté graphique de ces objets. Il est possible que ce soit tout simplement parce qu'il était le détenteur d'un privilège royal, c'est-à-dire d'une autorisation exclusive de publier des ouvrages en chorégraphie, et que donc il ne craignait pas la concurrence d'autres maîtres de danse qui auraient pu publier des ouvrages en faisant fructifier cette dimension visuelle, esthétique, graphique de l'écriture. En revanche, dès que des maîtres de danse anglais se saisissent de cet outil, ce qui arrive surtout à partir de 1706, à partir de la publication de traduction du manuel de la chorégraphie. Alors, plusieurs publications donc, par des maîtres de danse, alors je dis des maîtres de danse anglais, je devrais dire plutôt d'Angleterre, en Angleterre, puisque certains sont des Français émigrés, plusieurs publications traduisent leur attention à la beauté des images produites par l'écriture en chorégraphie. Et ce soin qu'ils apportent à la présentation, à la chorégraphie, pas seulement comme écriture, mais aussi comme image dont on peut travailler la beauté, est sensible dès les pages de titre de leurs ouvrages, avec des ornements, avec un souci très marqué de l'équilibre, comme par exemple on peut le voir sur cette reproduction. Et on est très loin des approximations d'une page de titre comme celle de la Pavane des saisons que je vous ai montré tout à l'heure, où vous voyez pour le coup dans ce nouvel avec un L qui a manifestement été rajouté parce qu'on avait un peu oublié. On a aussi, donc ensuite vous voyez dans ce nouvel de la composition de Monsieur Pécourt, pensionnaire des menus plaisirs du roi et compositeur des ballets de l'Académie royale de musique de Paris. Enfin, on a l'impression que c'est écrit un peu n'importe comment par quelqu'un qui a prêté peu d'attention à l'organisation de cette page. Et puis à l'intérieur même de la brochure, donc là je reviens à la publication de Pemberton en Angleterre, à l'intérieur même de la brochure, dans les pages de danse, on observe des éléments décoratifs, comme par exemple ici la présentation de la portée musicale sur une banderole qui se termine en pli, c'est-à-dire que le papier n'est pas seulement le support utilitaire d'une inscription à déchiffrer, mais avec ce phylactère, il se fait le lieu d'une sorte de mise en scène réflexive de cette inscription. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le fait que la danse gravée dise « voilà, je vous montre la musique », mais je vous montre que je suis en train de montrer la musique et je mets en scène cette activité de représentation. Quant aux soins apportés à la graphie des signes, il est extrêmement manifeste. La plupart des maîtres de danse en Angleterre,
comme c'est le cas d'ailleurs sur cette très belle page de danse, modifie la graphie des pas en remplaçant ce qui était des simples traits droits chez Feuillet par de très gracieuses courbes bombées. Chez Feuillet, ça a souvent l'allure de pattes de mouche. Hein. Ça, c'est une publication française par Feuillet. Vous voyez que c'est assez difficile à décrire, assez difficile, pardon, à déchiffrer, et que le chemin se confond avec les figures de pas. Hein. Tout ça, c'est des lignes que l'on ne peut pas différencier. Alors que les maîtres de danse anglais sont très attentifs, notamment à bomber légèrement, comme en jouant avec des pleins et des déliés, bomber légèrement les figures de pas pour qu'on repère immédiatement ces figures, et également à les incurver un peu, à jouer de ce... Il y a vraiment une esthétique de la grâce, de la courbe, de la figure serpentine, en quelque sorte, qui continue d'irriguer cette nouvelle façon, outre-Manche, de présenter les danses gravées, avec des arrondis extrêmement réguliers. La composition spatiale diffère également. Chez Feuillet, il arrive assez fréquemment que certaines pages présentent comme ça des petites bribes de trajets perdus au milieu de la page qui est toute blanche. Alors que, donc ce qui témoigne d'ailleurs d'un projet beaucoup plus utilitaire, c'est-à-dire que chez Feuillet, les signes sont placés à l'endroit où le danseur est précisément censé se trouver dans l'espace de la page, au regard du trajet de la page d'avant. Et au contraire, les publications anglaises sont assez nombreuses comme ça à révéler le plaisir de créer à chaque page de la danse une composition graphique extrêmement équilibrée, extrêmement harmonieuse, ce qui passe très souvent par une occupation de l'espace de la page beaucoup plus vaste que celle qu'on trouve dans les publications en France. Donc je dirais que là où l'écriture en France renvoie à la danse, sur le registre le plus pratique, en s'embarrassant très peu de considérations esthétiques, l'écriture anglaise, j'aurais envie de dire, danse elle-même. Hein. Il y a vraiment cette idée qu'on doit avoir une émotion esthétique face à ces pages du livre. Et il me semble, et c'est là qu'arrive mon hypothèse à ce sujet, il me semble que peut-être la mise en danse du lecteur peut en être affectée. C'est-à-dire que c'est très bombé, ces têtes de figures épanouies, beaucoup plus grosses, ces têtes blanches et noires qui constellent le chemin, un peu comme des notes de musique qui se seraient répandues dans l'espace de la page d'ailleurs. Cet arrondi généralisé accentue l'impression d'une danse, j'ai envie de dire, qui croît, qui déborde peut-être même, tandis que les danses de Feuillet, que je vais essayer de retrouver pour le coup, bien souvent entourées de vide, nous invitent peut-être à une danse plus discrète, plus mesurée, plus consciente aussi peut-être du fait que chaque geste prend place dans un espace qu'elle ne fait que parcourir, qui la dépasse, avec peut-être cette conscience du vide qui peut devenir active pour le lecteur danseur qui se met à lire, danser à partir de ces documents. On peut observer également un phénomène dans ces publications qui va alors, comment dire, souvent les maîtres de danse anglais vont republier en Angleterre des danses qui avaient initialement été gravées et publiées en France. Et assez souvent ils vont faire ce qu'on peut voir ici, même si là à vrai dire ce sont des publications françaises dans les deux cas. C'est-à-dire que vous voyez sur les deux premières pages 2 morceaux qui se suivent d'une danse qui s'appelle la bourrée d'Achille. Et ensuite, sur la 3e page, c'est une publication 25 ans plus tard de la même danse. Et on voit que ce qui était présenté sur 2 pages différentes dans la première édition est synthétisé sur une seule page. Donc le trajet est beaucoup plus long et il y a des circonvolutions. C'est plus difficile à lire aussi parce que du coup, la figure du chemin se revient sur elle-même et crée des intersections un peu plus difficiles à lire, mais qui invitent aussi à se lancer dans l'espace complètement différemment. C'est-à-dire que c'est assez différent face à son livre de se lancer simplement sur
une petite droite avec une minuscule courbe à la fin et puis ensuite sur une petite courbe, que de se dire allez, je me lance et puis je reviens et je repars. Il y a vraiment une projection dans l'espace qui est complètement différente et qui peut aller aussi avec donc une représentation de l'espace, mais aussi un flux du mouvement qui peut devenir différent. On peut imaginer un flux du mouvement plus libre, alors que dans cette première publication, il serait plus précautionneux et plus contrôlé. Ces différentes propositions me semblent aussi souligner autre chose, pas seulement la quête esthétique et le fait de se dire ah oui, l'écriture c'est aussi une image et on peut travailler cette image en tant qu'image, mais c'est aussi que l'écriture c'est pas seulement une simple transposition sur le papier de quelque chose que l'on voit en appliquant un code bête et méchant qui ferait que voilà, je vois ça, j'écris ça, je n'ai qu'à appliquer un code, mais c'est un travail intellectuel qui nécessite des choix et qui nécessite un très minutieux travail d'analyse de la danse, un travail de réflexion quant à l'objet écrit et quant à la façon dont il va inviter le lecteur à se mettre en mouvement. Alors le cas le plus précieux pour approcher ce travail d'analyse, ce travail de regard et ce travail d'écriture au sens le plus noble du terme, c'est certainement la comparaison de deux versions en chorégraphie de la même danse. Et donc, ça c'est un exemple que je vous ai déjà montré. On pourrait en voir un autre, et notamment celui-ci. Donc ça, c'est un rigodon de la composition d'un maître de danse qui s'appelle Isaac. Et sur le côté gauche, vous voyez la première page de la danse transcrite par un maître de danse qui s'appelle Weaver. Et sur le côté droit, la même page de danse, mais transcrite par un autre maître de danse qui s'appelle Cyrus. Donc, on a... alors déjà, il se trouve que la danse va faire seulement 6 pages chez Cyrus et 7 pages chez Weaver. Donc déjà, ils vont considérer qu'on analyse la danse en 7 parties pour Weaver et 6 parties pour Cyrus. Et d'autres différences sont extrêmement notables et qui peuvent se rapporter, alors soit au fait qu'ils ont vu la danse exécutée par des danseurs différents à des moments différents, ce qui est toujours possible, soit, et dans certains cas c'est clairement cela, à des différences dans leur analyse à chacun de cette danse. Par exemple, il y a des pas que Weaver voit comme des pas glissés, alors que Cyrus ne mentionne pas qu'ils sont spécialement glissés. Il y a des positions de pieds qui diffèrent. Dans certains cas, par exemple chez Weaver, les pieds sont collés, alors qu'ils ne sont pas tout à fait collés chez Cyrus. Le découpage rythmique de la danse, ça c'est quelque chose que je ne vous ai pas présenté, c'est la seule chose dont je ne vous ai pas parlé, mais le découpage temporel de la danse peut différer également légèrement d'une version à l'autre, ce qui montre bien que l'activité d'écriture passe nécessairement par le prisme d'une subjectivité. Écrire une danse, c'est en fait regarder cette danse, l'analyser, la percevoir avec toute sa sensibilité et la traduire d'une certaine façon. Et ce qui me semble aussi particulièrement intéressant, c'est de voir notamment chez Cyrus, donc chez celui de la version de droite, combien on peut déceler chez lui une expertise de la mise par écrit des danses. Si vous regardez, donc c'est vraiment la même danse là qui est présentée. Et vous voyez qu'en réalité, l'image n'est pas la même. On a, j'espère que je vais verbaliser à peu près votre ressenti face à ces deux images, mais du côté gauche, on a quand même vraiment une idée d'entrelac, avant tout, alors que ça paraît beaucoup plus clair, beaucoup plus mesuré du côté droit, du côté de Cyrus. Et de fait, du côté droit, il y a un seul endroit où un chemin traverse un autre chemin, c'est en haut à gauche, et encore c'est sur une ligne ponctuée. La ligne ponctuée, c'est pas un vrai chemin, c'est simplement un décalage du chemin pour dire on reprend plus haut, donc c'est extrêmement lisible, alors que du côté de Weaver, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
il doit y avoir 16 en fait en tout, 16 passages où le chemin traverse une autre ligne du chemin, ce qui est toujours dans la lecture des danses gravées un endroit particulièrement dangereux parce que l'œil risque de se perdre et de se mettre à suivre le chemin qu'il a déjà suivi, c'est la catastrophe. Donc là, on a vraiment cette image qui est très différente, alors que si vous regardez à partir des figures de la présence du corps, que ce soit du côté gauche ou du côté droit, si je suis par exemple le chemin de la femme, donc le chemin qui est le plus du côté droit, d'abord j'avance vers le public, puis je vais vers la droite en courbe et je reviens vers le fond de la salle, puis je réavance et je vais sur la gauche, puis je retourne au fond et c'est là que la page se termine. Et ça c'est vrai du côté de Weaver comme du côté de Cyrus, mais c'est présenté de telle façon qu'il n'y a pas ces superpositions de chemin du côté de Cyrus. Donc en ne modifiant que très légèrement le trajet effectif du danseur dans la salle, il donne une très grande lisibilité à sa page de danse. Par ailleurs, il recourt très fréquemment à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les lignes ponctuées, qui sont donc destinées à décaler le tracé du chemin de l'endroit pour éviter d'avoir à superposer des figures de pas aux figures précédentes, ce qui là aussi clarifie la figure. Et puis à l'échelle des pas, il me semble qu'on retrouve chez lui cette alliance de capacité d'analyse du mouvement très très poussée et d'un souci pédagogique extrêmement affirmé. On peut noter par exemple qu'il recourt régulièrement, ce que font très peu de maîtres de danse à l'époque, au signe que Feuillet avait proposé pour écrire un 8e de tour. Donc pas seulement un quart de tour, mais vraiment un 8e. Un 8e de tour qui peut même ne concerner que le haut du corps dans la chorégraphie. Mais même un très léger mouvement du haut du corps, c'est parfois ce qui va donner au lecteur l'amorce d'une spirale pour un tour ou l'aider à engager la courbe d'un déplacement. Et donc, on a dans tout ce type de choix la finesse d'un regard sur la danse et l'intelligence de la mise en mouvement du lecteur par l'écrit. Je dirais que là, le maître de danse écrivain devient une sorte d'éclaireur qui a cheminé dans la danse auparavant et qui repère à l'avance les embûches et qui trouve par l'écrit des façons de rendre ces embûches moins ardues pour le lecteur danseur qui lui emboîtera le pas, si j'ose dire. Et je pense qu'il n'est pas anodin que ce souci d'analyse apparaisse chez l'un des utilisateurs de la chorégraphie qui est l'un des plus attentifs à son aspect visuel, au fait qu'il produit une écriture avec un degré d'analyse extrêmement poussé, mais qu'il produit aussi des images, et qu'il faut que ces images aient le plus d'impact possible en tant qu'image. C'est-à-dire que ce caractère pratique de l'écriture n'est pas déconnecté des enjeux esthétiques. Au contraire, peut-être que ce souci de l'image est ce qui a rendu Cyrus encore plus attentif à l'analyse. Et je dirais que c'est la conclusion à laquelle on peut aboutir en comparant ces deux versions du début du Rigodon d'Isaac, c'est-à-dire que Weaver, à gauche, valorise les entrelacs, y compris au détriment de la lisibilité, c'est très clair, puisque les chemins qui s'enchevêtrent vont rendre la lecture beaucoup moins aisée. Et on pourrait voir chez lui une forme d'ésotérisme, dans la mesure où, face à ces pages, on est plus fasciné, sidéré par la beauté de ces lignes serpentines, que incité à se lancer dans une activité de déchiffrage. Chez Cyrus, en revanche, donc du côté droit, l'image est d'une grande clarté, et on pourrait dire que chez lui, l'attention à l'image créée, qui est présente également, ressortit à une toute autre esthétique que chez Weaver. C'est une image là équilibrée, clairement discernable, qui incite l'œil à suivre précisément le chemin plutôt qu'à se perdre dans ses circonvolutions. On a ici une sorte de façon de faire se rejoindre l'esthétique et le pratique de façon très, très opérante. Donc c'est sur cette réflexion-là que je vais m'arrêter, en revenant simplement, pour terminer, à cette historienne de l'écriture que j'ai citée tout à l'heure, Anne-Marie Christin,
et qui souligne que l'écriture occidentale, avec l'apparition de l'alphabet grec, s'est coupée de ses origines iconiques. Et elle estime que tout au long de l'histoire du livre, les utilisateurs de l'écriture n'ont pas cessé, dit-elle, je la cite, d'interroger un visible à la fois voisin et étranger, qui leur ouvrait l'horizon d'une flexibilité perdue quant à l'usage des signes. Et je dirais que l'utilisation de la chorégraphie, c'est peut-être l'une des formes de cette interrogation de l'iconicité de l'écriture, du fait qu'une écriture en réalité porte quelque chose toujours d'une image, qui semble ici révéler non seulement une porosité, une proximité, mais une action réciproque du visible et du lisible qui peuvent se nourrir l'un l'autre et qui peuvent donc non seulement représenter le corps dansant, mais inciter le corps du lecteur à se lancer dans une danse. Merci.